délégation du Trésor américain au ministère des Comptes publics. Au cœur des débats, l'importance du Gabon dans la zone CEMAC. La 14e réunion du comité d'orientation stratégique co-présidée par le Gabon et la France. Visite d'inspection des travaux de réhabilitation des structures sanitaires par le ministre de la Santé dans l'Angounié. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bonjour et bienvenue à tous. Sur invitation de son homologue Yoweri Kaguta Museveni, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligingema et la première dame Zita Oligingema sont en Ouganda, reçus par le président ougandais et son épouse. Les échanges ont porté sur les questions de coopération bilatérale entre nos deux pays et les questions d'intérêt commun. Les détails de cet élément avec Aline Zila, Igor Ovunda, Cédric Aleka. Au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Entebbe, le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema et son épouse, en visite de travail et d'amitié, sont arrivés ce jeudi en Ouganda. Au pied de la passerelle, le couple présidentiel a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ougandais. Reçu par le couple présidentiel ougandais au palais State House d'Entebbe, le général Brice Clotaire Oligingema et ses proches collaborateurs ont ensuite eu un entretien élargi. Le président de la transition a présenté à son homologue le général Yoweri Kaguta Museveni sa nouvelle vision pour la diversification de l'économie de son pays. Les deux chefs d'État ont également évoqué les questions de coopération bilatérale ainsi que les moyens de les renforcer dans différents domaines. Le chef de l'État gabonais a tenu à réitérer aux dirigeants ougandais son engagement dans la recherche d'un partenariat stratégique, notamment dans le secteur agricole. L'agriculture étant un levier important de l'économie d'un pays, le président Yoweri Museveni s'est dit prêt à accompagner le Gabon et de travailler en parfaite collaboration en mettant un accent particulier sur la formation et le partage d'expériences. Et le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Tsogui, a co-présidé hier avec l'ambassadeur de France au Gabon la 14e réunion du comité d'organisation stratégique de l'accord de conversion de dette entre la France et le Gabon. Regarde. Dans un objectif commun avec les partenaires au développement du Gabon et les ministères clés, le patron des eaux et forêts sous l'ère de la transition, le général de brigade Maurice Ntossu-Alogo, co-préside avec l'ambassadeur de France au Gabon cette 14e réunion du comité d'orientation stratégique de l'accord de convention de dette qui permet le développement des projets dans les secteurs de la forêt, de l'environnement, de la conservation de la biodiversité et de l'écotourisme. Aujourd'hui, on est orienté sur des projets qui vont amener à renforcer les capacités du ministère, aussi bien sur le plan personnel, matériel, pour permettre à la ressource humaine de mieux se déployer sur le terrain pour pouvoir atteindre des objectifs qui touchent l'environnement, qui touchent, par exemple, aujourd'hui on parle du conflit homme-faune. La France, partenaire du Gabon, continuera de soutenir le pays par le truchement de son agence de développement à travers le financement des projets au bénéfice des populations. En fait, des ressources qu'on a mis ensemble et qui sont là pour accompagner le Gabon dans les priorités que le Gabon a établies. Avec les réformes engagées dans le pays par les nouvelles autorités, les décaissements des fonds se feront de plus en plus au profit des projets d'intérêt et bien suivis. Comme vous le savez, le président de la transition était à Paris il y a 2 mois. Il a vu le président français. Et ensemble, ils ont annoncé, à l'occasion de la prochaine COP climat, sera lancé un nouvel instrument qui est donc ce qu'on appelle le Country Package. La France, bien entendu, a apporté un financement pour accompagner le Gabon dans sa politique de conservation. Les membres du comité d'orientation stratégique se sont donné rendez-vous sous peu pour évaluer ce qui a été convenu lors de ces assises. Le ministre des Eaux et Forêts a également effectué une descente en coupe chantier dans le but de procéder à la remise de kits dans le cadre des projets communautaires. On note également la visite des barrières électriques installées dans les plantations pour lutter contre les éléphants qui ravagent les dites plantations. On en parle avec Arnaud Monza et Midaringeng.
Dans la délégation, le ministre des Eaux et Forêts, le gouverneur de l'Estuaire et le préfet du Komo-Kango. Direction le village Ekouk, chantier à plusieurs kilomètres de Libreville. Ici, face au litige qui opposait les habitants à l'entreprise chinoise Ouadjia, le patron des Eaux et Forêts joue les arbitres et remet les pendules à l'heure. Le matériel longtemps querellé est finalement remis aux populations dans le cadre des projets communautaires. C'est le kit issu du Fonds de développement local de 3 villages qui représentent cette communauté. Lorsqu'il y a une exploitation forestière, une entreprise qui exploite la forêt, le bois, il y a des dividendes qui sont issus de ça. Donc c'est des dividendes qui sont retrocédés et ça fait l'objet d'un projet. C'est des projets en rapport avec le nettoyage donc, des villages, parce qu'ils ont demandé des débroussailleuses. Ils ont également d'autres projets en rapport avec l'éducation. Ils ont donc sollicité une imprimante pour l'école publique de Fourplace et également en rapport avec la santé. Autre temps fort, la visite à pied d'une des plantations protégées par des clôtures électriques de 7000 à 9000 volts en vue de lutter contre l'intrusion des pachydermes. Le dispositif a été remis à la bénéficiaire, visiblement satisfaite. Cela m'a été donné gratuitement, à moi de l'entretenir pour qu'il soit durable. À ce jour, le Gabon est à 750 installations des barrières électriques dans l'ensemble du territoire. Le ministre a achevé son périple au centre de santé Edith Lucie Bongo d'Ekouk, l'un des projets communautaires en phase d'être réfectionné. De son côté, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Loïc Ndinga-Munduma, a réceptionné hier 3 bateaux destinés à la Direction générale de la Marine marchande et des affaires maritimes, destinés à mener à bien et en toute sécurité les missions de la police maritime. Arnaud Mbabokon, Thierry Aldo, Mondaka. Ces embarcations fraîchement réceptionnées marquent le grand retour de la marine marchande en mer du Gabon. Et pour jauger leur capacité opérationnelle, le ministre des Transports est venu personnellement au bord de l'estuaire du Komo. Loïc Ndinga-Munduma à bord devient le premier policier maritime, car cette acquisition servira pour les missions de patrouille dans nos eaux. Après un parcours de 5 nautiques, l'équivalent de 10 km, ces unités sont capables d'accomplir les missions qui leur sont assignées afin de s'arrimer avec la politique du CTRI sur la restauration du domaine maritime du Gabon. Ils doivent mettre en place un programme de patrouille maritime dorénavant parce qu'il y a des bateaux qui ne viennent pas forcément à quai et il faut aller les contrôler parfois au large. Donc il faut qu'ils se mettent à patrouiller maintenant parce qu'ils ont l'élément essentiel pour aller faire des visites à bord et verbaliser et s'assurer surtout que les bateaux de l'état du pavillon aussi sont en règle. Le matériel réceptionné présente les caractéristiques suffisantes. La dernière acquisition concerne le Boston Whaler, ce qui est un bateau assez intéressant et qui est insubmersible de 11 mètres en gros et qui est équipé de 3 moteurs de 300 chevaux, donc sa propulsion 900 chevaux, donc ça peut aller très vite avec. Avec un littoral de 850 km de long et un plateau continental de 40 600 km² et une zone économique de 213 000 km, la politique de sécurité maritime au Gabon englobe l'ensemble des activités cohérentes et coordonnées mises en œuvre par l'État afin d'assurer l'intégrité du territoire national. La politique de sécurité maritime revêt une importance majeure, elle aussi, entre le militaire et le civil. On reste au ministère du Transport. Sachez que la Direction générale de la Marine marchande sera bientôt à l'ancienne Sobraga. L'État y a réquisitionné un bâtiment que le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer a visité avec le cabinet d'études qui devra procéder à sa réhabilitation. Arnaud Mbabokon, Thierry Aldo Mondaka. À l'ère du CTRI, la marine marchande, sous l'impulsion de la tutelle, a des grandes ambitions à l'exemple de ce bâtiment R+6, nouvellement acquis à l'ancienne Sobraga et qui abritera désormais la direction générale de cette administration. Au pied de la bâtisse, le capitaine de vaisseau, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Loïc Ndinga-Munduma, arrive au pouvoir. Dans quel état il se trouve? Après le tour de l'édifice, le directeur général de la Marine marchande et le ministre des Transports assistent maintenant à la présentation du projet de sa réhabilitation, d'extension, d'aménagement intérieur-extérieur et d'équipement d'un immeuble R+6.
à l'issue des travaux qui seront exécutés par le cabinet d'études de l'ISAF Consulting sur une durée de 8 mois. Voici ce que deviendra la direction générale de la marine marchande. Un réel régal pour son directeur général. C'est un grand jour pour nous. Au niveau de la direction générale de la marine marchande, vous savez très bien que le ministre des Transports de la marine marchande de la mer, Dieudonné Loïc Ngamoudouma, avait annoncé que dans le cadre de la politique de la restauration des institutions, prônée par le CTRI, la direction générale de la marine marchande devait désormais être dotée d'un local propre. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette instruction du ministre, nous avons depuis plusieurs mois travaillé à la collecte d'informations, de données pour la conceptualisation de ce projet et pour sa mise en œuvre. Le projet d'aménagement et d'extension vise à sortir cette construction du statut de bâtiment d'habitation à bâtiment administratif à haute fréquentation en le dotant de bureaux individuels, collectifs et salles de réunion. Les travaux de la station de pompage d'eau potable du PK5 sont arrivés à leur terme. La livraison officielle a eu lieu ce jeudi 1er août. Cette station de pompage vient améliorer la desserte en eau potable dans certains quartiers du Grand Libreville. On en sait plus avec Rita Abogondo et Ludovic Bitegui. La station de pompage du PK5, désormais opérationnelle, elle va permettre d'améliorer la desserte en eau potable dans les quartiers Ndingayon, Charbonnage, derrière la prison Bel-Air, Ndogo, Alibandeng, Ancien Sobraga, Ouiba de Guégué et même dans la commune d'Akonda. Nous confirmons aujourd'hui que les travaux qui étaient prévus dans le cadre du marché de l'entreprise ont bel et bien été réalisés. Donc la station a été mise en route. On a fait tourner les pompes pendant au moins 24 heures et tous les résultats attendus ont été atteints. Cette station de pompage du PK5 a pour rôle de servir au remplissage du réservoir de 10 000 mètres cubes de la cité de la Caisse. Ce projet rentre dans le cadre du premier sous-programme financé par la Banque africaine de développement. Nous avons déjà 3 pompes qui sont installées. En principe, il y en a 2 autres qui arrivent pour pouvoir pomper 4 800 mètres cubes heure et satisfaire les besoins en eau jusqu'à l'horizon 2035. Là, nous avons installé 3 pompes qui vont fonctionner 2 à 2 avec un débit de 1200 mètres cubes heure par pompe, donc soit au total 2400 mètres cubes heure. Donc cette eau, on la prélève d'une canalisation de la SG. On augmente à peu près 40 mètres de charge sur cette canalisation. Garantir aux populations de Libreville un accès durable à l'eau potable, c'est l'objectif de ces travaux. C'est donc un ouf de soulagement car parcourir des kilomètres à la recherche du liquide précieux, se réveiller aux heures tardives pour espérer voir de l'eau couler dans son robinet ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et je vous l'annonce en titre que le ministre des Comptes publics, Charles Mba, a reçu à son cabinet une délégation du Trésor américain au menu des échanges entre les personnalités, l'importance stratégique du Gabon dans la zone CEMAC. Doris Groskolo, Guy Serge Dizambo pour le compte-rendu. L'entrevue entre la haute personnalité des finances publiques américaines et le ministre gabonais des Comptes publics, Charles Mba, a été axé essentiellement sur les options de financement à court, moyen et long terme, la politique fiscale, l'engagement du Gabon avec les institutions financières de Bretton Woods et d'autres organismes des Nations Unies. Je suis ici accompagné par une délégation du département du Trésor américain et nous avons été reçus par le ministre des Comptes publics et nous lui remercions pour son accueil chaleureux. Nous sommes ici pour continuer nos engagements avec le gouvernement ici pour accompagner la transition vers la démocratie et nous avons eu des discussions fructueuses sur l'appréciation du ministre sur la gestion des défis que affronte le Gabon et des discussions sur ce que les États-Unis pourront faire pour aider et accompagner le Gabon dans cette transition. Pour l'hôte du patron des comptes publics, le Gabon occupe une place stratégique dans la zone CEMAC. Le Gabon, un partenaire privilégié des États-Unis d'Amérique
et un bon élève des institutions financières internationales. Et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud était au cabinet du ministre de l'Habitat. Ils ont échangé sur un éventuel partenariat dans le domaine de la construction. On en parle avec Nathalie Abouyanoke et Gérard Mindou de notre rédaction. Le gouvernement de la transition est désormais engagé vers la résolution de la question des logements sociaux à travers le pays. Dernier fait en date de cette importante séance de travail avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud, avec qui l'autorité du ministère de l'Habitat a longuement échangé sur la possibilité de renforcer la coopération entre nos deux pays en matière de construction de logements. Nous savons que pour le président de la transition, des logements pour les Gabonais, c'est une priorité. Et c'est dans ce cadre que l'Afrique du Sud voudrait offrir son expertise au gouvernement gabonais à travers le système Mouladi. Le système Mouladi, c'est une nouvelle technologie de couvrage qui est une construction très rapide, avec des matériaux recyclables qu'on peut utiliser. Et c'est une technologie qui a été déjà utilisée dans plusieurs pays en Afrique et qui a fait des preuves. Le modèle sud-africain est fait à base de matériaux recyclables. C'est un mélange de plastique recyclable avec du ciment. Et c'est un ciment bien spécifique qui fait en sorte que la structure est très solide. Il s'est agi d'une première rencontre entre l'ambassadeur d'Afrique du Sud et la partie gabonaise concernant la construction des logements. La mise en œuvre de cette coopération sud-sud pourrait être finalisée lors des prochaines rencontres. L'utilisation du numérique à l'école gabonaise est en bonne voie. C'est l'objectif assigné au ministère de l'Éducation nationale qui vient d'offrir des tablettes à la 14e promotion de l'ENE. Ruth Mignolet-Sanzou, Gérard Mindou. L'école contribue au projet d'une société de l'information et de la communication pour tous. Vous êtes une promotion d'excellence et partout où vous irez, vous allez toujours impacter la nation. 13 promotions avant vous sont passées ici, mais c'est vous qui avez fait l'hymne des Normaliens. C'est ça. Voilà comment on impacte son passage. Un espace numérique de travail pour ces nouveaux enseignants grâce à l'obtention de ces tablettes qui offrent un lieu d'échange et de collaboration entre les usagers et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou l'établissement. Aujourd'hui, on parle de l'éducation numérique. Recevoir ces présents vraiment nous donne vraiment du baume au cœur parce que on comprend que Madame le ministre ne nous laisse pas en vain comme ça juste nous remettre les diplômes. Elle a compris que l'importance du numérique va avec nous parce que nous sommes le numérique de l'éducation nationale de demain. Et puis, on tombe bien continuer là-dessus. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation de certains établissements, enseigner via le numérique, c'est préparer le futur citoyen à vivre dans une société dont l'environnement technologique évolue constamment. Et pour la suite de ce 13h, parlons à présent du concours d'entrée à l'École nationale d'administration en abrégé ENA. Le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités vient de rendre public les dates du déroulement des épreuves écrites suivant la communication relative et elle est lue par le secrétaire général du ministère, Serge Célestin Delika. On regarde. Communiqué. Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'École nationale d'administration que les épreuves écrites du dit concours se dérouleront du vendredi 9 au dimanche 11 août 2024 sur le centre unique de composition du lycée national Léomba. À cet effet, les listes provisoires des candidats établies conformément au dossier transmis seront publiées le vendredi 2 août 2024 sur le site web www.fonction-public.gouv.ga ainsi que sur la page Facebook du ministère de la fonction publique dès 15h précises.
Aussi, les éventuels recours se feront du samedi 3 au mardi 6 août 2024, à l'exception du dimanche de 8h à 16h30 dans les locaux du ministère de la fonction publique et du renforcement de capacité. Enfin, les listes définitives seront publiées le jeudi 8 août 2024 dans les mêmes formes et affichées au centre unique de composition. Fait à Libreville le 2 août 2024, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Mme Louise Bukando Moussavou. Je vous remercie. Un autre 13h se poursuit. Le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon a été auditionné par les commissaires de l'autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée. Une audition qui fait suite à la plainte de certains agents de cette entité publique. Le contenu de cette audition avec Gabriel Guillain Lemami et Justin Jana. Les questions de conformité à la loi relative à la protection des données personnelles et de la vie privée au centre de cette audition du directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Une audition qui fait suite à la plainte de certains agents de cette administration publique. Depuis ces derniers temps, il y a trop de fuites d'informations sur les réseaux sociaux à propos des sanctions, du fonctionnement de l'ANBG et parfois des sanctions qui peuvent atteindre la vie privée des personnes. Donc il fallait que nous venions ici pour expliquer à la Commission les mécanismes de communication, comment nous communiquons au public. Dans leur plainte, les agents de l'ANBG, entité chargée de la gestion des étudiants boursiers, décrivent la violation de leur vie privée par leur employeur, ce à travers la publication et la diffusion inappropriée sur les plateformes numériques de leurs données personnelles. Depuis que nous sommes à la tête de l'agence, nous avons fait signer aux agents, à tout le monde, un code d'éthique et de déontologie qui reprend à peu près tous ces aspects liés à la confidentialité des informations. Les enjeux liés à la protection de l'intégrité des citoyens et leur vie privée ouvrent sur les droits de ces derniers et les obligations des personnes morales, mais surtout sur le rôle de l'autorité en charge de la protection des données et de la vie privée. Il en va de la protection de la vie privée des citoyens, donc c'est une commission extrêmement importante. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui et il est bon que ces choses-là soient apprises aussi par nos agents. D'où l'intérêt pour nous d'organiser un séminaire à l'endroit de nos agents au niveau de l'ANBG. Par ailleurs, les commissaires ont édifié la direction générale de l'ANBG sur les missions dévolues à l'autorité en charge de la protection des données personnelles et de la vie privée. Ouvrons la page santé de ce 13h. Le ministre de la Santé, l'ambassadeur du Japon et la représentante de l'UNICEF ont procédé à l'inauguration de la première chambre froide pour le stockage des vaccins dans le sud du Gabon. On parle avec Marie-Sophie Chela-Mebalé et Cédric Zendo. Financé par le gouvernement japonais, les régions sanitaires du Sud ont désormais une chambre froide de stockage des vaccins, réhabilitée et équipée entièrement par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cet espace vise à améliorer les performances vaccinales de qualité et sécuriser la vaccination de routine chez les enfants. Last One Mile Support se tient au dernier kilomètre afin de contribuer à la construction d'une chaîne de froid permettant de fournir des vaccins efficaces contre les maladies contagieuses, contribuer à l'amélioration des conditions de vie, voire au bonheur des familles gabonaises qui sont amies du peuple japonais, est toujours notre plaisir. Pour sa part, la représentante de l'UNICEF a rappelé l'importance cruciale de la vaccination chez l'enfant. Cet appui est nécessaire pour soutenir les efforts du ministère de la Santé dans l'augmentation des capacités de stockage de vaccins, permettant d'accroître l'offre équitable des services de vaccination, d'améliorer la couverture vaccinale au-delà des niveaux actuels et améliorer la qualité de la vaccination en assurant une bonne conservation des vaccins. Le ministre de la Santé vient répondre ainsi à la volonté des plus hautes autorités d'atteindre un pourcentage plus élevé de vaccination. Cette unité rentre dans la vision que nous avons, qui nous a été bien sûr dictée par le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. L'idée est d'améliorer les indicateurs sur le plan de la prévention et donc de faire en sorte qu'on limite les maladies évitables par la vaccination. J'ai pris le pari de faire en sorte que chaque enfant gabonais, où qu'il soit vacciné.
Cet espace qui abrite la chambre froide des 2 régions sanitaires du Sud a été livré avec un générateur de 20 kVA pour assurer une source d'énergie continue et un véhicule frigorifique pour des meilleures conditions de froid pendant le transport des vaccins vers les différentes localités couvertes par cette région. Et toujours en santé, le professeur Adrien Mougougou en visite d'inspection des travaux de réhabilitation des structures sanitaires de Langounié, le centre hospitalier d'Omouela, l'école de santé et le centre de santé maternelle et infantile ont constitué la première étape de sa tournée. Lardi Ngimamba pour le point. Aller vite et bien surtout livrer les travaux de qualité dans un délai raisonnable. Mouila, première étape de la visite d'imprégnation des structures sanitaires en réhabilitation dans la province de Langounié. Du centre de santé de maternité infantile au centre hospitalier régional de Mouila, en passant par l'école de santé. Le ministre Adrien Mougougou veut se rassurer du niveau d'avancement des travaux inscrits dans son cahier de charges. Le centre de santé maternelle et infantile est logé dans un vieux bâtiment de l'ancien hôpital. Nous voulions toucher du doigt l'espace dans lequel il travaille pour voir qu'est-ce que nous pouvons envisager dans les plus brefs délais avec l'aide notamment des travaux initiés par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Et ensuite l'école de santé, parce que pour notre part, vous savez que le concours avait été proclamé depuis le mois de mars dernier et j'avais promis aux populations gabonaises que les écoles ouvriraient cette année scolaire. Il était question de voir quelles sont les avancées. Il y avait quelques petits points encore de blocage. J'ai donné des instructions pour que dans la journée, dans la semaine, tous ces points de blocage soient levés. Si le chantier de l'école de santé piétine un tout petit peu, au centre hospitalier régional de Mouila, les travaux ont atteint leur vitesse de croisière. Je constate aussi que les choses évoluent parce qu'il y a des entités que nous avons ajoutées, telles que les services d'imagerie qui doivent abriter, y compris un scanner et tout. Les travaux ont beaucoup évolué. Les entités telles que le centre d'hémodialyse que nous souhaitons mettre dans le CHR, là aussi les travaux ont beaucoup évolué. L'espace qui devrait accueillir la banque de sang, les logements des personnels, et je pense qu'on devrait être dans les délais. Mais je ne m'endors pas et je profite de l'occasion que vous me donnez pour interpeller les entreprises qui sont sur le chantier, pour leur dire que je reste vigilant. Je suis content du travail effectué jusqu'alors, mais je reste vigilant. Le chef de l'État attend que ces chantiers aillent à leur terme dans les délais impartis. La visite d'inspection des chantiers initiée par le ministre de la Santé qui a démarré ce 31 juillet, va s'étendre sur l'ensemble de la province de Langounié. L'atelier sur la mise en œuvre des conclusions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes s'est tenu à Libreville hier, issu du dialogue national inclusif. Ce dernier a vu d'ailleurs la présence des membres de la société civile, des députés de la transition et des responsables de l'administration publique. Alpha Ndombi, Moussavo, Alexandre Ankwa. Les conclusions du dialogue national relatif à l'égalité entre hommes et femmes constituent la trame de cet atelier de renforcement de capacité qui a réuni plusieurs acteurs de la vie sociopolitique du pays. Objectif, informer le public sur les propositions retenues en matière des droits des femmes. Nous avons pu avoir dans les conclusions le relèvement du taux de 30 à 40% de représentativité des femmes, la création d'un conseil constitutionnel national du genre avec un observatoire des droits de la femme et également une maison nationale de la femme pour tout ce qui est renforcement des capacités, la budgétisation sensible au genre, l'octroi des marchés de nettoyage des marchés et également des administrations aux femmes, la prise en compte de la dimension genre dans la Constitution. Il s'agit d'un atelier instructif au dire des participants. On parle aujourd'hui de la notion de masculinité positive et cela c'est très important parce que plusieurs femmes ont les capacités de le faire mais sont étouffées par leur conjoint. L'objectif n'est pas de faire la guerre aux hommes ou de parler d'une égalité sur tous les niveaux mais de pousser aussi l'autre
à s'épanouir. Et quand la femme est épanouie, quand la femme travaille, c'est le foyer qui gagne. Selon les organisateurs, l'approche genre contribue à la promotion de l'égalité des droits, le partage équitable des ressources et des responsabilités entre hommes et femmes en République gabonaise. Et lancé le 31 juillet dernier par la Direction générale du commerce, l'opération coup de poing sur la vérification du circuit de distribution du sucre dans le Grand Libreville se poursuit. Les équipes de la Direction des inspections des contentieux ont mis la main sur un opérateur économique pour dissimulation de produits. Les détails avec Cyril Bertrand Galiko et Luberta Lingango. L'opération d'envergure qui vise à faire cesser la rétention volontaire des cargaisons de sucre qui fait naître le phénomène de montée vertigineuse des prix de ce produit sur le marché, démarré le 31 juillet dernier dans le Grand Libreville par la Direction générale du commerce, monte en intensité à son deuxième jour. Ici dans la zone de l'Alala à droite, les inspecteurs de la Direction générale du commerce, accompagnés des agents de la police nationale, tombent sur cet opérateur économique peu orthodoxe et la sanction qui va s'en suivre ne va pas attendre. Ce monsieur a été interrogé pour savoir s'il avait du stock de sucre. Il nous a dit qu'il n'en avait pas. Et c'est suite à l'enquête menée par monsieur Meillet qu'on a découvert qu'il avait un autre dépôt ici. Et en ouvrant le dépôt, nous avons découvert la supercherie, c'est-à-dire ce stock important de sucre. Et nous avons décidé de sceller et faire un procès verbal. Malgré les griefs portés en son endroit, l'opérateur économique se défend. Moi, je viens de commencer à travailler lundi. Il m'a demandé, madame, est-ce que vous avez le sucre? Moi, je dis, je sucre, je ne connais pas stock. Je sucre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sucre. Moi, je dis, je sucre, je ne connais pas stock. Cette opération dit coup de poing répond aux instructions des plus hautes autorités de la transition. Nous allons tout faire pour répondre aux attentes du président de la République, qui veut que les populations payent à moindre coût les produits de première nécessité. C'est une instruction qui ne saurait souffrir de la moindre objection. Après échange avec cet opérateur, son magasin a été scellé pour dissimulation du produit et mauvaise foi. Comme qui dirait, un homme averti en vaut deux. De leur côté, les anciens agents de l'entreprise Bouygues Énergie et Services ont récemment évoqué la situation difficile qu'ils traversent après la fermeture de Bouygues Énergie et Services en 2017. Devant les médias, ils revendiquent leurs droits. On en parle avec Andinel Tongui et Justin Jana. Suite à la fermeture de l'entreprise Bouygues Énergie et Services, depuis 2017, les agents de la dite structure ont tenu à sortir du silence et exprimer leur désarroi. Une situation bien malheureuse qui dure depuis très longtemps. C'est depuis Paris qui nous annonce donc par visioconférence la fermeture de l'entreprise à 15h. Dans ces termes, ce 3 octobre 2017, je vous informe par décision du conseil d'administration de la fermeture et de l'arrêt de toute cessation d'activité de Bouygues Énergie et Services sur l'ensemble du territoire. Cette décision a eu comme impact la fermeture immédiate de Bouygues à Libreville, le siège, de nos représentations à Port-Gentil, à Franceville et à Moanda. Des démarches en justice auraient été entamées par les membres du personnel lésé. Nous nous sommes rendus compte que nous n'arriverons pas à négocier à l'amiable avec Bouygues et donc avec son mandataire au Gabon, donc Maître Ndoye. Nous avons décidé à ce moment-là de porter plainte à Bouygues et d'aller en justice. Et aujourd'hui, nous sommes en appel et nous tiendrons jusqu'au bout afin que justice soit rendue, afin que nos droits, nous ne mendions pas d'argent, nous ne demandons pas la charité, nous demandons qu'en République gabonaise, il y a un organisme qui existe, qui calcule les droits légaux de chaque travailleur qui se trouve en situation de licenciement pour motif économique et les montants qui ont été calculés par l'inspection du travail, validés par le ministère du Travail à l'époque, donc par Madame la ministre Carmen Dao, nous exigeons que ces montants nous soient payés. Au départ, c'était 223 agents engagés à régler cette situation en amiable en présence d'un mandataire. Face à la rigueur du temps, ils sont aujourd'hui 113 à explorer les voies judiciaires. Gervais Oniano, président de l'Union pour la République, rentre de sa 6e tournée dans le Wellington et le Moyen-Ogooué. Il était question pour lui d'apporter aux populations le message sur le référendum prochain. Yves Oyono, envoyé spécial.
Gervais Onyan, président fondateur de l'UPR et haut représentant du chef de la transition et porteur d'un message aux populations de l'arrière-pays. L'Union pour la République, nous nous sommes engagés à être l'allié numéro 1 du CTRI pour soutenir le général Brice Clotaire Oligui Nguema pendant la transition et après la transition. En visite dans les provinces du Wallentem et du Moyen-Ogooué, il passe un message de paix, de rassemblement et de solidarité. Donc notre premier défi en tant qu'Union pour la République, en tant que Gabonais républicains, c'est de faire en sorte que partout à travers le Gabon, à travers les militants et sympathisants de l'UPR et tous les autres Gabonais, il y ait une victoire écrasante du oui au prochain référendum en République gabonaise. L'UPR soutient les idéaux défendus par Oligui Nguema à travers le renforcement des structures de base. Vous voyez que même jusqu'à des heures assez tardives, les populations se sont massées tout au long de mon parcours, depuis Mimvoul, Oyem, Minzik, aujourd'hui dans le Moyen-Ogooué, ici à Belabanga. Donc je suis très honoré. Je dis merci à toutes ces populations. À la tête d'une importante délégation constituée du sommet stratégique de son parti, Gervais Onyan intensifie la dynamique entretenue par ces hommes et femmes qui se sont fait le plaisir de répondre massivement à l'appel d'un message républicain. Et ensemble, mobilisons-nous pour que le oui l'emporte majoritairement et de façon très écrasante, pour montrer notre soutien à ce nouveau jeune et bon président sur lequel nous comptons pour bâtir un Gabon nouveau, fier et prospère. De jour comme de nuit, à Minzik, Mimvoul et Njolé, la caravane de l'UPR a été accueillie dans la ferveur et la joie, étape après étape. Cette ambiance chaleureuse est le signe que l'Union pour la République est un parti en pleine expansion dans le Gabon profond depuis plusieurs mois. Un peu de religion dans ce trésor. L'église Centre mondial Shekinah a célébré son 20e anniversaire. Le révérend docteur Louis Badinga, fondateur du dit ministère, s'est exprimé au micro de nos reporters Tassenamiko et Louis Bestar Lignongo. C'est en 2004 que le révérend docteur Louis Badinga répond à l'appel au leadership chrétien pour bâtir la commission Shekinah internationale avec le soutien indéfectible de son épouse, la prophétesse Sarah Chantal Badinga. 20 ans de sacerdoce, ça se célèbre. L'événement est placé sous le sceau de la transition. Le 30 août 2023, Dieu a introduit le Gabon dans une nouvelle ère. Ce qui s'est passé n'est que la manifestation de ce qui dans le ciel a été prévu par le Père nous concernant. Nous sommes dans une transition apostolique et prophétique pour laquelle Dieu nous interpelle tous autour de ce qui arrive à l'horizon. Qu'est-ce qui arrive? C'est un puissant mouvement de l'esprit qui introduira le Gabon dans son essor, qui a été pendant longtemps appelé de tous nos voeux par les pères fondateurs de notre nation. Une école du ministère pour ponctuer la célébration annuelle en vue de renforcer les capacités du collège pastoral pour une église lucide et compétente au service de la nation. De plus en plus, nous faisons face à ce qu'on appelle des dérives et des déviances doctrinales. Nous avons pensé qu'il était convenable qu'à la fête soit surtout associé un temps au cours duquel il faut enrichir les intelligences des uns et les autres. Nous avons 6 sessions au total. Le premier jour, nous avons d'abord parlé de l'appel et dans la deuxième session, nous aborderons la notion de l'onction et de son activation dans le ministère. Nul n'a le droit de s'improviser dans le ministère, parce que c'est Dieu lui-même qui sélectionne qui il veut ou qui les serve. 3 jours durant, des thématiques variées seront abordées au cours de sessions différentes. Le dimanche 4 août constitue le clos des festivités marquant le 20e anniversaire de l'église Shekinah à son siège d'Ovando. À présent, faisons un tour hors du Gabon pour s'intéresser à l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, les avocats de Moussa Dadis Camara, condamnés à 20 ans de prison mercredi par un tribunal de Conakry, ont décidé hier jeudi de faire appel. Les avocats se disent notamment surpris par la condamnation de l'ancien chef de la junte pour crime contre l'humanité sur la base de la responsabilité supérieure hiérarchique. Et en Côte d'Ivoire, 6 cas non mortels de variole du singe ont été détectés et a annoncé le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. Le 1er août 2024 à Abidjan, la chaîne de transmission pour ces 6 cas n'a pas encore été identifiée avec certitude. Ce virus infectieux se caractérise notamment par une fièvre éruptive, peut se transmettre de l'animal à l'homme ou de l'homme à homme.
Au moins 13 personnes ont été tuées lors de la manifestation de masse au Nigeria contre la crise économique qui frappe le pays, a déclaré ce vendredi un groupe de défense des droits de l'homme. Les autorités ont confirmé la mort de 4 manifestants, dont l'explosion d'une bombe et l'arrestation de centaines d'autres. De retour au Gabon, la faune sauvage peut menacer la sécurité et les moyens de subsistance des personnes, ce qui peut conduire à des conflits entre groupes de personnes sur la manière de résoudre la situation. Les experts appellent cela conflits homme-faune. Ces conflits deviennent de plus en plus fréquents dans notre pays. Alors, comment protéger les communautés et empêcher l'escalade ainsi que les représailles contre la faune? Élément de réponse dans ce billet que nous proposent Erin Zingi, Badinga et Rodolphe Elenvi. Cette chanson est une complainte qui exprime la résilience de la population face aux conflits qui l'opposent à la faune. C'est devenu une lutte pour le contrôle de l'espace vital, une lutte pour la survie. De part et d'autre, il y a des incursions sur le territoire adverse. Les éléphants s'invitent à la table des hommes sans billet d'invitation, sans défense, même si les animaux n'ont pas droit à la légitime défense. Dès qu'un animal présente, en l'occurrence l'éléphant, représente un danger en fait, pour la vie des communautés, en fait, il y a des dispositions légales qui sont mises en place, ce sont les battues administratives dans le cadre de la légitime défense. Nous avions un problème avec l'acquisition des munitions, mais ces munitions-là arrivent incessamment. Le peu de munitions qu'on a permis également qu'on puisse intervenir assez rapidement à l'intérieur du territoire également. Il ne faut surtout pas rater sa cible, car si la balle du tireur ou chasseur passe à côté de la cible, eh bien, ce dernier trépassera lors de la contre-attaque. Pour le gorille ou l'éléphant, la devise est « la balle passe, mais le chasseur ne passe pas ». Des mesures ont été annoncées pour freiner les assauts des pachydermes et compagnie. On envisage la poursuite des barrières électriques, barrières que les éléphants n'hésitent pas parfois à fouler aux pieds. La population espère que la batterie de mesures préconisées pour aplanir ce conflit ne sera pas un éléphant blanc. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Gabon Première. Au revoir.